Le vent glacial transperçait le manteau de Sienna Vincent comme 1000 couteaux, alors qu'elle avançait à tâtons dans le paysage blanc aveuglant, serrant contre sa poitrine la lettre qui l'avait amenée à traverser la moitié du pays. Lorsque ses jambes finirent par se dérober sous elle et que le monde se mit à tourner, elle pensa à quel point elle avait été stupide de croire les mots écrits par un inconnu, et à la façon dont sa tante l'avait mise en garde contre le désespoir qui rendait folles même les femmes les plus intelligentes. 2 heures plus tard, alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, 3 cowboys à cheval aperçurent la silhouette sombre sur la neige d'un blanc immaculé. Preston Irwin arrêta sa jument et mit pied à terre avant même que ses compagnons aient eu le temps de comprendre ce qu'ils voyaient. Il s'agenouilla à côté de la femme à moitié ensevelie, le cœur battant à tout rompre, et lui essuya le visage. Elle était jeune, peut-être 22 ou 23 ans, avec des cils noirs recouverts de givre blanc et des lèvres d'un bleu inquiétant. « Elle est vivante », dit Preston à ses amis, en appuyant ses doigts sur le côté de son cou pour sentir son pouls faible. « À peine, Ken. Thomas, donne-moi ton manteau. Marcus, retourne en ville et dis au docteur Henderson que nous arrivons rapidement. » Marcus fit faire demi-tour à son cheval et partit au galop, tandis que Thomas descendait de cheval et retirait son lourd manteau de laine. Preston enveloppa la femme dans le manteau, remarquant que ses doigts étaient recroquevillés autour de quelque chose, même dans l'inconscience. Il ouvrit doucement sa main gelée et trouva une lettre. L'encre était maculée, mais encore lisible par endroits. « Que dit-elle » demanda Thomas en se penchant par-dessus l'épaule de Preston. Preston parcourut rapidement les mots, serrant les mâchoires à mesure qu'il lisait. « C'est une annonce. Quelqu'un a publié une annonce dans un journal de l'Est pour trouver une femme disposée à venir dans l'Ouest. Il y a un nom au bas de la page. » Il leva les yeux vers Thomas, une expression indéchiffrable sur le visage. « Mon nom? Quoi? Tu n'as jamais publié d'annonce pour une femme. »« Je le sais. » Preston plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa veste avant de prendre la femme inconsciente dans ses bras. Elle ne pesait presque rien, et il pouvait sentir tout son corps trembler de froid, même à travers les couches de tissu qui les séparaient. « Aidez-moi à la mettre sur mon cheval. Nous devons la réchauffer avant qu'elle ne meure de froid ici. » Ils chevauchèrent à toute allure vers Leavenworth, au Kansas, Preston tenant la femme contre sa poitrine et poussant son cheval plus vite qu'il n'était probablement prudent sur la route enneigée. La ville apparut à travers la neige tourbillonnante comme un mirage, ses bâtiments recroquevillés contre le vent de janvier qui soufflait du nord. Marcus avait bien fait son travail, car le docteur Henderson se tenait déjà devant son cabinet, avec des couvertures et un air inquiet lorsqu'ils arrivèrent. « Amenez-la vite à l'intérieur », ordonna le médecin en tenant la porte ouverte. « Combien de temps est-elle restée dehors? » « Impossible à savoir, » répondit Preston en transportant son fardeau dans la chaleur du cabinet médical. « Nous l'avons trouvée à environ 8 kilomètres de la ville, ensevelie dans une congère près de l'ancienne ferme Miller. » Le docteur Henderson lui demanda de coucher la femme sur la table d'examen, puis commença immédiatement à vérifier ses signes vitaux pendant que sa femme Sarah faisait chauffer de l'eau et rassemblait d'autres couvertures. Preston resta en retrait, observant le médecin travailler avec des gestes efficaces et expérimentés. Le visage de la femme était encore pâle, presque translucide, mais ses joues commençaient à reprendre des couleurs maintenant qu'elle était à l'abri du froid meurtrier. « Va-t-elle s'en sortir » demanda Preston à voix basse. « Il est trop tôt pour le dire. Elle souffre d'hypothermie sévère, et je ne saurais pas si elle a des gelures avant qu'elle ne se réchauffe davantage. » Le docteur Henderson regarda Preston par-dessus ses lunettes. « Vous avez bien fait de l'amener ici. 1 heure de plus et notre conversation aurait été très différente. » Sarah Henderson apporta une bassine d'eau tiède et commença à laver soigneusement la neige et la glace sur les mains et le visage de la femme. Pauvre petite, que faisait-elle là-bas toute seule? Preston sortit la lettre de sa veste et la tendit au médecin. Elle avait cette lettre sur elle. Quelqu'un a utilisé mon nom pour l'attirer ici. Le docteur Henderson lut la lettre, son expression s'assombrissant à chaque ligne. C'est une annonce matrimoniale. Elle dit que Preston Irwin, de Leavenworth, au Kansas, recherche une femme respectable et de bonne moralité pour venir dans l'Ouest et devenir son épouse. Il propose de payer les frais de voyage et promet un bon foyer et un traitement équitable. Il leva brusquement les yeux. « Vous n'avez pas écrit cela. Je jure sur la tombe de ma mère que je n'ai jamais vu cette lettre avant aujourd'hui. Alors quelqu'un joue un jeu dangereux en utilisant votre nom. »
Le docteur lui rendit la lettre. La question est, pourquoi? Preston fixa la femme allongée sur la table, étudiant ses traits qui n'étaient plus cachés par la neige et la glace. Elle avait un visage fin, un nez droit et un menton déterminé. Même inconsciente et à moitié gelée, elle avait quelque chose de saisissant. La question est qui, corrigea-t-il? Qui ferait cela et que cherchait-il à l'accomplir? La femme remua, émettant un petit gémissement de détresse. Ses paupières se papillonnèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Sarah Henderson lui caressa doucement le front en murmurant des paroles apaisantes. « Repose-toi maintenant, ma chérie. Tu es en sécurité. »« Je vais rester, » dit soudain Preston, « jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle est venue ici à cause de mon nom, même si je ne l'ai pas invitée. Cela fait d'elle ma responsabilité. » Le docteur Henderson acquiesça lentement. « Comme tu veux, Sarah t'apportera du café. L'attente pourrait être longue. » Il était bien après minuit lorsque Sienna ouvrit enfin les yeux. Preston somnolait dans un fauteuil à côté de la table d'examen, mais un sixième sens le réveilla instantanément lorsque sa respiration changea. Il se pencha en avant alors que ses yeux bougeaient sous ses paupières, puis s'ouvraient lentement pour révéler des iris de la couleur des nuages d'orage. « Doucement, dit-il doucement alors qu'elle essayait de s'asseoir. Vous êtes en sécurité. Vous êtes à Leavenworth avec le docteur Henderson. » Sienna cligna des yeux en le regardant, la confusion et la peur se lisant sur son visage. Sa voix n'était qu'un murmure, rauque à cause du froid. La lettre? J'avais une lettre. Je l'ai. Preston sortit le papier plié de sa poche et le brandit. C'est ce que tu cherches? Elle fixa la lettre avec une intensité qui fit se serrer le cœur de Preston. Tu es lui. Preston Irwin. J'aurais été en retard, mais le train a été retardé par la tempête, puis le conducteur de la diligence a dit qu'il était trop dangereux de continuer. Mais j'avais déjà payé le voyage et je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai commencé à marcher, puis elle s'interrompit, le front plissé. Je suis tombé. Comment suis-je arrivé ici? Mes amis et moi vous avons trouvé dans une congère à environ 8 km de la ville. Vous étiez presque morte de froid. Preston rapprocha sa chaise et scruta son visage. Mademoiselle, je dois vous dire quelque chose d'important. Je n'ai pas écrit cette lettre. Je n'ai jamais publié d'annonce pour trouver une épouse. Quelqu'un a utilisé mon nom, mais ce n'était pas moi. La couleur qui était revenue sur le visage de Sienna s'est à nouveau évanouie. Quoi? Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est la vérité. Je n'ai aucune idée de qui a écrit cette lettre ni pourquoi ils ont utilisé mon nom, mais je vous jure que ce n'était pas moi. Sienna l'a fixé du regard pendant un long moment, puis a détourné le visage. Preston a vu sa gorge bouger alors qu'elle déglutissait péniblement. Bien sûr que ce n'était pas vrai. J'aurais dû m'en douter. Ma tante m'avait dit que j'étais idiote de croire à cela, mais j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle serra les lèvres, luttant pour garder son sang-froid. Et Preston tendit la main et tourna doucement son visage vers lui. Ce n'est pas ta faute. Quelqu'un t'a joué un tour cruel et nous allons découvrir qui et pourquoi. Mais pour l'instant, tu dois te reposer et reprendre des forces. Le docteur Henderson dit que tu as de la chance d'être en vie. De la chance? Le rire de Sienna était amer et brisé. J'ai dépensé mon dernier dollar pour venir ici. Je n'ai pas d'argent pour acheter un billet de retour, pas de famille vers laquelle retourner, rien. Quelle chance. Preston sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un mur qu'il avait soigneusement construit au fil des ans commençait à se fissurer. Comment t'appelles-tu? Sienna Vincent. Eh bien, mademoiselle Vincent, voici ce qui va se passer. Vous allez rester chez le docteur Henderson et sa femme jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Je vais payer votre hébergement et vos repas, et je vais découvrir qui vous a fait ça. Une fois que nous saurons à quoi nous avons affaire, nous déciderons de la suite. C'est d'accord? Sienna le regarda de ses yeux gris orageux, et Preston vit une douzaine d'émotions les traverser avant qu'elles ne finissent par acquiescer. Pourquoi m'aideriez-vous? Ce n'est pas votre problème. Quelqu'un a utilisé mon nom pour vous amener ici. Cela en fait mon problème. Preston se leva et remit son chapeau sur sa tête. Reposez-vous, mademoiselle Vincent. Je viendrai vous voir demain. Il était à la porte quand sa voix l'arrêta. Monsieur Irwin, merci de m'avoir trouvé, de ne pas m'avoir laissé là-bas. Preston la regarda, et quelque chose dans sa poitrine se serra à nouveau devant la vulnérabilité de son expression. N'importe quel homme honnête aurait fait la même chose.
Dormez maintenant. Dehors, la neige avait cessé de tomber et le ciel commençait à se dégager. Preston se tenait sous le porche du médecin et regardait les étoiles apparaître derrière les nuages. Quelqu'un à Leavenworth avait écrit cette lettre et l'avait envoyée à l'Est en utilisant son nom et sa réputation. La question était de savoir qui et surtout pourquoi le ciblait spécifiquement. Il pensa à la femme à l'intérieur, à la façon dont elle s'était accrochée à cette lettre alors même qu'elle mourait dans la nagage. Quel désespoir avait poussé quelqu'un à traverser la moitié du pays pour épouser un inconnu? Quelle avait été sa vie dans l'Est pour que cela lui semble être la meilleure option? Preston secoua la tête et se mit en route vers sa pension. Demain, il commencerait à poser des questions. Ce soir, il avait besoin de sommeil et d'un esprit clair pour réfléchir à cette énigme. Mais tandis qu'il marchait dans les rues tranquilles de Leavenworth, il ne cessait de voir le visage de Sienna Vincent dans son esprit. La façon dont ses yeux s'étaient assombris lorsqu'il lui avait dit que la lettre était un faux. Quelque chose en elle l'avait touché en quelques heures, et Preston avait le sentiment que sa vie venait de se compliquer considérablement. Le lendemain matin, le temps était clair et glacial. Preston se leva avant le lever du soleil, enfila ses vêtements les plus chauds et se rendit au saloon où il savait que le café du matin serait chaud et fort. Le barman, un vieux de la vieille nommé Gus, était en train d'essuyer le comptoir lorsque Preston entra. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé une femme à moitié gelée à l'extérieur de la ville hier, dit Gus en guise de salutation, tout en versant une tasse de café noir épais à Preston. Les nouvelles allaient vite dans une ville de la taille de Leavenworth. Preston enroula ses mains autour de la tasse chaude et acquiesça. C'est vrai, elle est en vie. Grâce au docteur Henderson. Que faisait-elle là-bas? Preston sortit la lettre et la posa sur le comptoir. Quelqu'un a écrit ça et l'a envoyé à l'Est. Il a utilisé mon nom pour l'attirer ici avec des promesses de mariage. Gus prit la lettre et la lut lentement, son visage buriné se plissant en un profond froncement de sourcils. C'est pas. Même pour Leavenworth. Tu as une idée de qui pourrait avoir fait ça? C'est ce que je compte découvrir. Tu connais tout le monde dans cette ville, Gus. Qui aurait intérêt à faire venir une femme étrangère ici sous de faux prétextes? Et pourquoi utiliser mon nom en particulier? Le barman resta silencieux pendant un long moment, le regard lointain, perdu dans ses pensées. Finalement, il secoua la tête. Je ne vois personne qui me vienne à l'esprit, mais je garderai les oreilles ouvertes. Les gens parlent dans les saloons, surtout après avoir bu quelques verres. Si quelqu'un sait quelque chose, je finirai par l'apprendre. Preston le remercia et s'installa à une table dans un coin, sirotant son café et réfléchissant. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour que cela se produise. Il avait rédigé une lettre convaincante, trouvé le moyen de la faire publier dans un journal de l'Est et utilisé des détails sur Preston suffisamment précis pour être crédible. Cela suggérait que cette personne le connaissait, ou du moins avait entendu parler de lui. La porte s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid ainsi que le shérif Tom Garrett. Le représentant de la loi repéra Preston et se dirigea vers lui, l'air sérieux. J'ai entendu parler de votre agitation d'hier, dit Garrett en tirant une chaise et en s'asseyant sans y être invité. Le docteur Henderson m'a parlé de la lettre. Montrez-la-moi. Preston tendit la lettre et regarda le shérif la lire attentivement. Garrett était un homme juste, dur, mais honnête, et Preston avait confiance en son jugement plus qu'en celui de la plupart des gens. C'est troublant, dit Garrett. Enfin, une fraude, sans aucun doute. Peut-être quelque chose de pire, selon l'issue finale. Pensez-vous qu'il voulait nuire à la jeune fille, ou s'agissait-il plutôt de vous embarrasser d'une manière ou d'une autre? Je me suis posé la même question toute la nuit. Je ne vois pas ce que quelqu'un pourrait gagner à faire ça. S'il voulait s'en prendre spécifiquement à Mademoiselle Vincent, pourquoi l'avoir amenée jusqu'ici? Il y a des moyens plus faciles de faire du mal à quelqu'un. Et s'il voulait s'en prendre à moi, pourquoi impliquer une femme innocente? Garrett tapota la table du bout des doigts. Peut-être qu'il ne s'agit pas de faire du mal à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un essaie de vous manipuler, vous ou vous deux, pour vous mettre dans une situation spécifique. Ou peut-être que quelqu'un voulait amener cette femme en particulier à Leavenworth pour des raisons que nous n'avons pas encore comprises. Cette idée n'avait pas effleuré l'esprit de Preston, et elle ouvrait tout un éventail de possibilités inquiétantes. Tu penses que quelqu'un a des plans pour Mal Vincent en particulier?
Il est trop tôt pour le dire, mais je veux lui parler dès que le docteur Henderson dira qu'elle est en état de le faire. Et elle pourra peut-être nous éclairer sur l'identité de l'expéditeur de cette lettre ou sur les raisons pour lesquelles quelqu'un la prendrait pour cible. Preston était d'accord, même s'il éprouvait une étrange réticence à exposer Sienna à davantage de questions et de soupçons. Elle avait déjà suffisamment souffert. Mais Garrett avait raison. Ils devaient comprendre toute l'histoire s'ils voulaient la protéger et découvrir qui était derrière ce complot. Ils se rendirent ensemble au bureau du docteur Henderson, où ils trouvèrent Sarah Henderson en train de ranger des fournitures médicales dans la pièce de devant. Elle leur sourit lorsqu'elle les vit, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Elle est réveillée et a pris un bon petit déjeuner. Elle a meilleure mine aujourd'hui, même si elle est encore faible. Le docteur dit qu'elle n'a subi aucun dommage permanent à cause du froid, Dieu merci. Pouvons-nous lui parler? Demanda Garrett. Je sais qu'elle a vécu une épreuve difficile, mais plus tôt nous obtiendrons des informations, plus nous aurons de chances de comprendre ce qui se passe. Sarah hésita, puis acquiesça. Soyez doux avec elle. Elle fait bonne figure, mais je vois bien qu'elle a peur et qu'elle a le cœur brisé. Découvrir que cette lettre était un faux l'a profondément bouleversée. Elle les conduisit dans la pièce du fond où Sienna était assise dans son lit, vêtue d'une chemise de nuit de Sarah et d'un épais châle enroulé autour des épaules. Ses cheveux noirs tombaient en cascade autour de son visage, et Preston remarqua pour la première fois qu'ils semblaient brûler lorsque la lumière les éclairait. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, et son regard se posa immédiatement sur Preston avant de se diriger vers le shérif avec appréhension. « Mademoiselle Vincent, voici le shérif Tom Garrett, dit Preston. Il a besoin de vous poser quelques questions au sujet de la lettre et de la raison pour laquelle vous vous trouvez à Leavenworth. » Sienna acquiesça lentement. « Très bien. » Garrett tira une chaise et s'assit dans une posture détendue et non menaçante. « Mademoiselle Vincent, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout ce dont vous vous souvenez au sujet de cette lettre. Où l'avez-vous vue? Qui vous l'a donnée? Tout ce dont vous vous souvenez pourrait nous aider à découvrir qui est derrière tout ça. » Sienna prit une profonde inspiration. « J'ai vu l'annonce dans le Boston Evening Transcript il y a environ 2 mois. Elle se trouvait dans la section des annonces personnelles. Je parcourais les annonces matrimoniales parce que... » Elle marqua une pause, les joues rougissantes. « Ma situation était difficile. Je travaillais comme couturière et gagnais à peine de quoi payer le loyer d'une petite chambre. Ma tante m'avait recueilli après la mort de mes parents, il y a 3 ans, mais elle s'était remariée l'année dernière et son nouveau mari m'avait clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Je n'avais nulle part où aller et aucune perspective d'améliorer ma situation. Vous avez donc répondu à l'annonce, suggéra gentiment Garrett. Oui, j'ai écrit à l'adresse indiquée, qui était une boîte postale ici à Leavenworth. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Elle regarda Preston. La lettre disait que vous étiez éleveur, que vous aviez une belle maison et que vous recherchiez une femme sensée qui n'avait pas peur du travail. Elle disait que vous enverriez de l'argent pour mes frais de voyage à la poste de Boston et que je devais venir dès que j'aurais réglé mes affaires. Et l'argent est arrivé. Garrett demanda. Oui, 50 $ en espèces, plus que suffisant pour le billet de train et la diligence. La lettre qui accompagnait l'argent me disait d'arriver avant le 15 janvier et d'apporter l'annonce originale avec moi afin que vous sachiez que j'étais la femme qu'il vous fallait. Sienna baissa les yeux vers ses mains. Je pensais que c'était presque trop beau pour être vrai, mais l'argent était réel et j'étais tellement désespéré de quitter Boston que je me suis laissé convaincre. Preston sentit la fissure dans sa poitrine s'élargir un peu plus. Elle était seule et effrayée, sans personne vers qui se tourner, et quelqu'un avait exploité cette vulnérabilité pour des raisons encore inconnues. « Avez-vous dit à quelqu'un où vous alliez? » Ma tante. Elle a essayé de m'en dissuader, disant que j'étais stupide et naïve, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai dit à mon propriétaire que je partais, ainsi qu'à quelques-unes des autres couturières avec lesquelles je travaillais, mais je doute qu'aucune d'entre elles se soit souciée suffisamment de moi pour me suivre. Garrett se pencha en avant. « C'est important, mademoiselle Vincent. Dans les semaines qui ont précédé votre découverte de cette annonce, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un vous a-t-il manifesté un intérêt particulier ou vous a-t-il posé des questions sur votre situation? » Sienna fronça les sourcils, réfléchissant. Il y avait un homme qui venait plusieurs fois dans la boutique de vêtements.
Il disait qu'il achetait des cadeaux pour sa femme, mais il semblait toujours plus intéressé par me parler que par regarder les articles. Il m'a posé beaucoup de questions sur mes origines, ma famille, mes projets. Je pensais qu'il était simplement amical, peut-être un peu trop direct, mais rien qui semblait menaçant. Pouvez-vous le décrire? Grand, peut-être caïton, avec des cheveux châtain clairs et des yeux bleus. Il avait une cicatrice sur la main gauche, comme une brûlure, et il parlait avec un accent, pas tout à fait du sud, mais pas du nord non plus, quelque part entre les deux. Preston et Garrett ont échangé un regard. Cette description pouvait correspondre à une centaine d'hommes, mais la cicatrice était un détail distinctif qui pouvait aider à réduire les possibilités. Vous vous souvenez d'autres choses à son sujet? A demandé Garrett. Il m'a dit qu'il s'appelait William quelque chose. Il m'a dit qu'il était marchand et qu'il voyageait entre les villes pour acheter et vendre des marchandises. Mais maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vu acheter quoi que ce soit dans la boutique. Il regardait et discutait avec moi, puis repartait les mains vides. Savait-il que vous répondiez à des annonces matrimoniales? Les yeux de Sienna s'écarquillèrent. Je ne lui ai jamais dit, mais une fois, il m'a vu lire les annonces personnelles dans le journal pendant ma pause déjeuner. Il a fait un commentaire sur le danger de ces annonces, disant qu'une femme ne pouvait pas se fier à ce qu'écrivaient des inconnus. Je me souviens avoir trouvé étrange qu'il ait une opinion aussi tranchée à ce sujet. Preston ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. Il vous testait, vous suggérant de ne pas faire confiance à ces annonces, peut-être pour évaluer votre réaction ou voir à quel point vous étiez désespéré. Mais pourquoi? Demanda Sienna en élevant la voix. En quoi tout cela me concerne-t-il? Je ne suis personne, je n'ai rien. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal? C'est ce que nous allons découvrir, dit Garrett fermement. Il se leva et mit son chapeau. Mademoiselle Vincent, vous êtes en sécurité ici avec le docteur Henderson et sa femme. Preston et moi allons faire tout notre possible pour aller au fond de cette affaire. En attendant, ne sortez pas seul, et si vous vous souvenez d'autres choses concernant cet homme ou toute autre personne qui semblait s'intéresser de manière inhabituelle à vous, prévenez-nous immédiatement. Après le départ du shérif, Preston s'attarda dans l'embrasure de la porte. Sienna fixait ses mains, l'air troublé. Il s'éclaircit doucement de la gorge, et elle leva les yeux. Je pensais ce que j'ai dit hier soir, lui dit Preston. Je vais élucider cette affaire et je veillerai à ce que l'on s'occupe de vous quoi qu'il arrive. Pourquoi? Demanda Sienna, la voix empreinte d'une véritable confusion. Vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas votre responsabilité. Preston réfléchit à cette question. Pourquoi se sentait-il si responsable de cette femme qu'il venait de rencontrer? C'était plus que le simple fait d'avoir utilisé son nom, même si cela jouait un rôle. Il y avait quelque chose en elle, cette force tranquille dont elle faisait preuve même face à la trahison et à la déception, qui l'attirait. Disons simplement que je n'aime pas voir les gens souffrir, finit-il par dire. Et quelqu'un m'a utilisé pour te faire du mal. Cela en fait une affaire personnelle. Au cours des jours suivants, Preston partagea son temps entre l'enquête sur la mystérieuse lettre et les visites à Siena au cabinet du docteur Henderson. Elle se remettait rapidement, sa résilience naturelle se manifestant à mesure que ses couleurs revenaient et qu'elle commençait à bouger davantage. Sarah Henderson lui avait donné des vêtements de rechange, et Preston remarqua que même dans une simple robe en coton trop grande pour elle, Sienna se tenait avec une grâce qui suggérait des circonstances plus favorables dans son passé. Parlez-moi de Boston, dit Preston le troisième jour, assis dans le fauteuil qui était devenu sa place habituelle dans sa chambre. Comment était-ce de grandir là-bas? Sienna leva les yeux de la couture que Sarah lui avait donnée pour occuper ses mains. Bondé, bruyant. Mon père était employé dans une compagnie maritime et ma mère faisait des lessives pour aider à joindre les deux bouts. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. J'apprenais le piano avant leur mort. Elle sourit tristement. Cela semble être une autre vie maintenant. Comment sont-ils morts? De la fièvre typhoïde. Elle a balayé notre quartier un été et en 2 semaines, ils étaient tous les deux morts. J'avais 19 ans et je me suis retrouvé seul. La sœur de ma mère m'a recueilli, mais elle m'a clairement fait comprendre dès le début que j'étais un fardeau. Quand elle s'est remariée, son mari m'a dit que je devais soit trouver un mari, soit déménager. J'ai donc trouvé un emploi de couturière et loué une chambre. Mais le salaire était misérable et j'étais toujours à 1 semaine de me retrouver à la rue. Preston sentit la colère monter en lui à l'idée qu'elle se débattait seule, sans personne pour l'aider. Vous avez dû être terrifié.
Je l'étais, mais j'étais aussi déterminé à ne pas finir dans un hospice ou pire encore. Quand j'ai vu cette annonce, j'ai pensé que c'était un signe. Une chance de recommencer à zéro dans un nouvel endroit avec quelqu'un qui voulait vraiment de moi. Elle détourna le regard. J'aurais dû m'en douter. Tu aurais dû pouvoir faire confiance à cette lettre, dit Preston fermement. Ce n'est pas ta faute. Tu as eu le courage de tenter ta chance pour une vie meilleure. Il n'y a aucune honte à cela. Leurs regards se croisèrent et Preston sentit quelque chose passer entre eux, un courant de compréhension et de connexion qui lui coupa le souffle. Sienna détourna le regard la première, les joues rougissantes, mais un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. Le shérif Garrett vint cet après-midi-là avec des nouvelles. J'ai envoyé des télégrammes à plusieurs villes de la région pour demander si quelqu'un connaissait un homme correspondant à la description que Mlle Vincent nous a donnée. J'ai reçu une réponse ce matin d'un shérif d'Independence dans le Missouri. Il dit qu'il y avait un homme correspondant à cette description qui a mené une escroquerie là-bas il y a environ 6 mois. Il utilisait le nom de William Carter, ciblait des femmes vulnérables, les convainquait d'investir dans une fausse opportunité commerciale, puis disparaissait avec leur argent. C'est donc un escroc professionnel, dit Preston. Mais quel est son but ici? Si elle n'avait pas d'argent à lui voler. Non, mais toi, oui, a fait remarquer Garrett. Tu as une épargne importante grâce à ton ranch. Peut-être que son plan était de l'amener ici. Tu te sentirais obligé de l'aider, puis il l'utiliserait d'une manière ou d'une autre pour mettre la main sur ton argent. Ou peut-être qu'il prévoit de se présenter en se faisant passer pour toi, la revendiquer comme son épouse, puis de l'utiliser comme couverture pour une autre arnaque. Preston fronça les sourcils. Cela semble trop compliqué. Les escrocs ont des raisonnements complexes. C'est ainsi qu'ils échappent à la justice. Mais voici la partie intéressante. Le shérif d'Independence dit que William Carter a disparu après l'échec de son plan. Plusieurs victimes ont porté plainte, mais il s'est volatilisé avant qu'ils ne puissent l'arrêter. Personne ne l'a revu depuis, jusqu'à ce qu'il se présente à Boston à la recherche de Sienna. Preston conclut. Peut-être, ou peut-être avons-nous affaire à une personne complètement différente. J'ai demandé à mes adjoints de se renseigner en ville pour savoir si quelqu'un avait remarqué des étrangers traînant dans les parages ou posant des questions sur vous ou votre propriété. Si ce Carter ou quelqu'un lié à lui se trouve à Leavenworth, nous le trouverons. Cette nuit-là, Preston ne parvint pas à dormir. Il n'arrêtait pas de penser à Sienna, seule dans cette tempête de neige, serrant une lettre frauduleuse et croyant qu'elle marchait vers une nouvelle vie. Le désespoir qu'il avait dû ressentir pour tout quitter et partir vers l'inconnu lui serrait le cœur. Et maintenant, elle était coincée ici, sans argent pour partir et sans endroit où aller. La solution lui vint vers minuit, si évidente qu'il se demanda pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. C'était risqué et peu conventionnel, mais après tout, rien dans cette situation n'était conventionnel. Le lendemain matin, Preston s'habilla soigneusement avec ses plus beaux vêtements et se rendit au cabinet du docteur Henderson. Il trouva Sienna dans la cuisine avec Sarah, en train d'aider à préparer le petit déjeuner. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, et son sourire fit s'élargir la fissure dans sa poitrine jusqu'à devenir presque un gouffre. « Monsieur Irwin, vous êtes en avance. J'ai besoin de vous parler en privé, si cela vous convient. » Sarah lui lança un regard entendu, mais les fit entrer dans le salon et ferma la porte. Sienna s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes sur les genoux, et le regarda avec curiosité. Preston fit les 100 pas pendant un moment, essayant de trouver les mots pour exprimer ce qu'il était venu dire. Finalement, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Mlle Vincent, j'ai une proposition à vous faire et avant que vous ne répondiez, je voudrais que vous m'écoutiez jusqu'au bout. » « Très bien, dit lentement Sienna. Vous êtes venu ici dans l'espoir d'épouser quelqu'un du nom de Preston Irwin. Cette personne s'est avérée être fictive, créée par un criminel pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas entièrement. Mais je suis Preston Irwin, le vrai. Et je vous dis que si vous voulez toujours vous marier, je suis prête à tenir la promesse qui a été faite en votre nom. » Sienna le fixa du regard, ouvrant et fermant la bouche sans émettre le moindre son. Finalement, elle parvint à articuler. « Tu me demandes de t'épouser? »« Oui, je sais que c'est soudain et je sais que tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas non plus. Pas encore. Mais j'ai passé ces derniers jours à apprendre à te connaître et je pense que tu es courageuse et forte.
Exactement le genre de femme qui pourrait se construire une belle vie ici. J'ai un ranch qui marche bien, une maison trop grande pour une seule personne, et j'aurais bien besoin d'une partenaire. Pas seulement une femme de ménage ou une cuisinière, mais une véritable partenaire. Quelqu'un avec qui partager le travail, les décisions et l'avenir. Mais tu ne me connais même pas, protesta Sienna. Et je ne te connais pas non plus. Et si nous n'étions pas du tout faits l'un pour l'autre? C'est possible, Amy Preston, mais les mariages arrangés fonctionnent toujours lorsque les deux personnes s'engagent à les faire fonctionner. Nous partirions avec plus d'atouts que la plupart des mariages arrangés, car au moins nous nous sommes rencontrés et avons discuté. Je pense que nous pourrions construire quelque chose de réel avec du temps et des efforts. Sienna se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue enneigée. Preston observa ses épaules se soulever et s'abaisser tandis qu'elle prenait de profondes inspirations, essayant clairement d'assimiler ce qu'il lui proposait. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda-t-elle sans se retourner. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme de cette ville. Pourquoi m'attacher à quelqu'un qui a été assez stupide pour se laisser séduire par une publicité frauduleuse? Parce que j'admire votre volonté de tenter votre chance pour quelque chose de mieux. Parce que j'ai vu comment vous gérez la déception et la peur avec grâce et courage. Parce que depuis que je vous connais, il y a quelques jours, j'ai pris plus de plaisir à discuter avec vous qu'avec n'importe qui d'autre depuis longtemps. Preston s'approcha d'elle sans toutefois la toucher. Et parce que je pense que la personne qui a écrit cette lettre s'est peut-être trompée sur certains détails, mais qu'elle n'avait pas tort sur un point. J'ai besoin d'une femme. Je suis seul depuis trop longtemps et mon ranch est prospère, mais vide. Je veux construire quelque chose qui dure et je pense que c'est aussi ce que tu souhaites. Sienna se tourna vers lui et Preston fut surpris de voir des larmes couler sur ses joues. Et si je ne pouvais pas être celle dont tu as besoin? Et si j'échoue, alors nous trouverons une solution ensemble. Je ne te demande pas d'être parfaite, Sienna. Je te demande juste de me donner une chance. Il lui tendit la main. Qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser? Elle regarda sa main pendant un long moment, puis tendit lentement la sienne et la prit. Ses doigts étaient petites et chaudes dans les siens, et Preston ressentit à nouveau cette étrange électricité, ce sentiment de connexion. Oui, murmura Sienna. Oui, je veux t'épouser. Ils se marièrent 3 jours plus tard dans le salon du Dr. Henderson, en présence de Sarah et du docteur comme témoins, et du shérif Garrett qui leur donna sa bénédiction. Sienna portait une simple robe bleue que Sarah avait retouchée pour l'ajuster à sa taille, et Preston portait son costume du dimanche. Le pasteur local célébra la cérémonie, parlant d'un ton solennel d'engagement, de partenariat et de construction d'une vie commune. Lorsque Preston glissa la bague au doigt de Sienna, un simple anneau en or qu'il avait acheté chez le bijoutier de la ville, sa main trembla légèrement. Mais elle le regarda dans les yeux et prononça clairement ses vœux, promettant de l'honorer et de le chérir aussi longtemps qu'ils vivraient tous les deux. Preston fit les mêmes promesses, sincères, même si son cœur battait à tout rompre, incertain de ce qu'ils étaient en train de faire. Vous pouvez embrasser la mariée, dit le pasteur, et Preston se pencha prudemment, pressant ses lèvres contre celles de Sienna, dans un baiser bref mais intense qui fit néanmoins monter la chaleur dans ses veines. Lorsqu'ils se séparèrent, Sienna rougissait furieusement, et Preston sentit son propre visage s'échauffer. C'était désormais sa femme. Cette femme qu'il connaissait depuis moins d'une semaine était désormais légalement liée à lui pour la vie. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Après la cérémonie, ils montèrent dans le chariot de Preston pour se rendre à son ranch. L'Irwin Spread se trouvait à environ 13 km de Leavenworth, niché dans une vallée avec de bonnes terres de pâturage et un ruisseau qui coulait toute l'année. Preston avait construit la maison lui-même en 2 ans, ajoutant des pièces au fur et à mesure qu'il pouvait se permettre d'acheter les matériaux. Elle était simple mais solide, construite pour résister aux hivers rigoureux du Kansas et aux étés torrides. Elle n'est pas très chic, dit Preston alors qu'ils approchaient, soudain nerveux à l'idée de ce que Sienna allait penser, mais elle est bien construite et chaleureuse. Sienna regarda la maison avec des yeux écarquillés. Elle est magnifique, beaucoup plus grande que je ne l'imaginais. Preston l'aida à descendre du chariot et la conduisit à l'intérieur. La porte d'entrée s'ouvrait sur une pièce principale qui servait à la fois de cuisine et de salon, avec une grande cheminée dominant l'un des murs.
Sur les côtés se trouvaient 2 chambres et un petit bureau que Preston utilisait pour les affaires du ranch. Voici ta chambre, dit Preston en désignant la plus grande des 2 chambres. Je prendrai la plus petite. Je veux que tu te sentes chez toi, pas comme une simple invitée. Sienna se tourna vers lui, la surprise se lisant sur son visage. Nous ne partageons pas la même chambre, dit Preston, sentant la chaleur lui monter au cou. Je pensais qu'on devrait prendre notre temps, apprendre à mieux se connaître avant d'en arriver à cette étape de notre mariage. Mais si tu préfères... Non, mais non, c'est très attentionné, dit rapidement Sienna, même si Preston crut voir une lueur de déception passer sur son visage avant qu'elle ne la cache. Prendre son temps semble judicieux. Ils passèrent le reste de la journée à installer Sienna. Preston lui fit visiter la maison et les bâtiments du ranch, lui présentant ses 2 ouvriers, Daniel et Robert, qui vivaient dans un petit dortoir à environ 100 mètres de la maison principale. Les 2 hommes étaient polis et respectueux, même si Preston les surprit échanger des regards surpris lorsqu'il leur expliqua que Sienna était sa nouvelle épouse. Ce soir-là, ils s'assirent près du feu après le dîner, le silence entre eux étant plutôt confortable qu'embarrassant. Sienna raccommodait une chemise de Preston, ses doigts maniant l'aiguille avec rapidité et assurance, tandis que Preston s'affairait à réparer un harnais en cuir. « Puis-je te poser une question ?» demanda soudain Sienna. « Bien sûr. Pourquoi ne t'es-tu jamais marié auparavant? Tu as clairement réussi et tu es respecté. Je ne peux imaginer que tu n'aies pas eu d'occasion. » Preston posa le harnais et fixa le feu. « J'ai été fiancé il y a environ 5 ans. Elle s'appelait Catherine. Elle était belle et cultivée, la fille d'un riche marchand de la ville. Tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Que s'est-il passé? Elle a décidé qu'elle ne voulait pas être la femme d'un éleveur. Trop de travail, trop d'isolement, pas assez de vie sociale. Elle a rompu 2 semaines avant le mariage et a épousé un banquier à la place. Aux dernières nouvelles, ils ont déménagé à Saint-Louis. » Preston sourit sans humour. « Cela m'a appris que les belles paroles et les sentiments romantiques ne suffisent pas. Il faut quelqu'un qui veuille vraiment la vie que vous pouvez lui offrir, pas seulement l'idée de cette vie. Et vous pensez que je veux cette vie? » demanda doucement Sienna. Preston la regarda vraiment, observant la façon dont la lumière du feu jouait sur ses traits et la courbe douce de sa bouche. « Je pense que vous êtes assez forte pour construire la vie que vous choisirez. J'espère que vous choisirez de la construire ici avec moi, mais je comprendrai si vous décidez finalement que ce n'est pas ce que vous voulez. » Sienna posa son ouvrage et vint s'asseoir à côté de lui sur le sol, devant le feu. « Preston, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas venu dans l'Ouest simplement parce que j'étais désespéré. Je suis venu parce que je voulais vivre une aventure. Je voulais voir ce que je pouvais devenir si je n'étais pas prisonnière des attentes et des limites de la société bostonienne. Cette lettre m'offrait une chance de vivre quelque chose de réel et de significatif. Et même si la lettre était un faux, cette chance existe toujours. J'ai choisi de t'épouser, non pas parce que je n'avais pas d'autre choix, mais parce que je t'ai cru quand tu as dit que nous pouvions construire quelque chose ensemble. »« Tu le penses vraiment? » demanda Preston d'une voix rauque. « Oui. » Sienna tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. « J'ai peur, je ne vais pas prétendre le contraire, mais je suis aussi enthousiaste. J'ai l'impression que ma vraie vie commence enfin. » Preston lui serra la main, la gorge serrée par l'émotion. « Merci de m'avoir donné une chance, de nous avoir donné une chance. » Ils restèrent longtemps assis ainsi, les mains enlacées, regardant le feu se réduire en braise. Quand ils se dirent enfin bonne nuit et se retirèrent dans leurs chambres respectives, Preston resta éveillé, pensant à la femme qui dormait juste de l'autre côté du mur. Sa femme. Ce mot lui semblait encore étrange, mais il lui semblait de plus en plus juste. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un rythme régulier. Preston apprit à Sienna le métier d'éleveur, lui montrant comment s'occuper des chevaux et du bétail, comment interpréter les conditions météorologiques. Elle apprenait vite, posait des questions intelligentes et se lançait dans le travail avec enthousiasme. À son tour, elle transforma la maison, y ajoutant de petites touches qui la rendaient plus accueillante, comme un véritable foyer plutôt qu'un simple endroit où un homme seul dormait entre de longues journées de travail. Ils se rapprochèrent grâce à l'intimité quotidienne des repas et des conversations partagées, apprenant à connaître les habitudes et les préférences de l'autre.
Preston découvrit que Sienna fredonnait pendant qu'elle travaillait de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises. Elle apprit que Preston aimait son café assez fort pour décaper la peinture et qu'il avait un sens de l'humour pince sans rire qui la prenait au dépourvu et la faisait rire. Mais ils dormaient toujours dans des chambres séparées et, à part se tenir la main de temps en temps ou la main de Preston dans le creux de son dos lorsqu'ils marchaient, ils ne se touchaient pas. C'était comme s'ils attendaient tous les deux quelque chose, un signe indiquant qu'il était temps de faire évoluer leur relation. Ce signe est arrivé environ 6 semaines après leur mariage, lorsque le shérif Garrett est venu au ranch avec une nouvelle. Preston et Sienna réparaient une partie de la clôture lorsqu'ils l'ont vu arriver sur la route. Shérif appela Preston en posant ses outils. Qu'est-ce qui vous amène ici? Garrett mit pied à terre et souleva son chapeau en direction de Sienna avant de se tourner vers Preston avec un air grave. Nous avons retrouvé William Carter, ou plutôt son corps. Un trappeur l'a découvert dans les bois à environ 15 km au nord d'ici. On dirait qu'il est mort de froid à peu près au moment où nous avons retrouvé Mademoiselle Vincent. Enfin, Madame Irwin, devrais-je dire. Sienna eut le souffle coupé et porta instinctivement la main à sa bouche. Preston passa son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Êtes-vous certain que c'est lui? » demanda Preston. « Il correspond à la description que Mademoiselle Vincent nous a donnée, y compris la cicatrice de brûlure sur sa main gauche. Il avait sur lui des papiers au nom de William Carter, ainsi que des lettres intéressantes. Garrett sortit une lettre pliée et la tendit à Preston. « C'était dans sa poche, je pense que vous devez écrire. » Preston déplia la lettre, Sienna lisant par-dessus son épaule. Elle était adressée à un certain Marcus Thornton et détaillait un plan visant à utiliser Sienna Vincent pour accéder au ranch et aux biens de Preston. L'idée était de l'amener au Kansas, de faire en sorte que Preston se sente obligé de l'aider, puis soit de l'épouser lui-même en se faisant passer pour Preston, soit d'utiliser sa présence pour créer une sorte de revendication légale sur la propriété de Preston. « Marcus Thornton », dit lentement Preston. « Ce nom me dit quelque chose. »« C'est normal, » répondit Garrett d'un ton grave. « C'est un avocat qui s'est installé à Leavenworth il y a environ 4 mois. Il semblait tout à fait légitime, il a traité quelques affaires mineures. Mais lorsque nous sommes allés l'interroger sur ses liens avec Carter, nous avons découvert qu'il avait quitté la ville 3 jours auparavant, vidé son bureau et disparu. Donc Carter travaillait avec Thornton, dit Sienna d'une voix tremblante, et tout le plan consistait à m'utiliser pour voler Preston. On dirait bien. Je pense que Carter était censé vous intercepter avant que vous n'arriviez en ville. Probablement se faire passer pour Preston et vous emmener dans un faux ranch quelque part. Ensuite, Thornton aurait créé de faux documents vous présentant comme la femme de Preston, avec des droits légaux sur ses biens. Il vous aurait fait signer des documents sans que vous compreniez ce que vous signez, aurait vidé tout ce qu'il pouvait et aurait disparu avant que quelqu'un ne comprenne ce qui s'était passé. Mais Carter est mort de froid avant de pouvoir l'intercepter, conclut Preston. Et nous l'avons trouvé en premier. Exactement. Une fois que vous avez légitimement épousé Mademoiselle Vincent, tout leur plan s'est effondré. Thornton a dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas y arriver seul, alors il a limité les dégâts et s'est enfui. Garrett regarda Sienna avec compassion. « Vous n'étiez pas la cible, Madame Irwin. Vous n'étiez qu'un outil qu'il comptait utiliser. Je suis désolé. » Après le départ de Garrett, Preston et Sienna restèrent silencieux, digérant ce qu'ils venaient d'apprendre. Finalement, Sienna prit la parole d'une petite voix. « Je suis tellement désolé, Preston. C'est moi qui ai attiré ce danger chez toi. » « Non. » Preston la fit se tourner vers lui, les mains posées sur ses épaules. « Carter et Thornton ont attiré le danger chez moi. Tu étais leur victime autant que je l'aurais été. Peut-être même plus, car ils étaient prêts à t'utiliser et probablement à se débarrasser de toi une fois que tu ne leur serais plus utile. Tu penses que Carter essayait vraiment de m'intercepter ce jour-là? Qu'il était dehors dans la tempête à ma recherche? Probablement, et la tempête l'a emporté avant qu'il ne puisse te trouver. Preston la serra dans ses bras, la sentant trembler contre lui. Tu es en sécurité maintenant. Ils sont toutes les deux partis. Carter est mort et Thornton s'est enfui. C'est fini. Sienna s'accrocha à lui, le visage pressé contre sa poitrine. J'ai été tellement stupide. J'aurais dû m'en rendre compte. Tu n'as pas été stupide. Tu étais désespéré et seul, et ils en ont profité.
Mais tu as survécu et maintenant tu es ici avec moi. Et je te jure que je ne laisserai plus jamais personne t'utiliser ou te faire du mal comme ça. Elle s'écarta suffisamment pour le regarder, et Preston vit quelque chose changer dans son expression. Ses yeux étaient encore humides de larmes, mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Preston, murmura-t-elle, embrasse-moi, vraiment, embrasse-moi. Il n'eut pas besoin qu'elle le lui demande 2 fois. Preston prit son visage entre ses mains et approcha sa bouche de la sienne. Il l'embrassa avec tout le désir, la peur et le soulagement refoulés qui s'étaient accumulés depuis le jour où il l'avait trouvée dans la neige. Sienna poussa un petit gémissement et se mit sur la pointe des pieds, enroulant ses bras autour de son cou et l'embrassant avec la même intensité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Preston posa son front contre le sien. J'avais envie de faire ça depuis des semaines, admit-il. Moi aussi, dit Sienna en riant nerveusement. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps? Parce que je ne voulais pas te mettre la pression. Je voulais que tu aies le temps d'être sûr de toi, de notre relation. Je suis sûr. Sienna le regarda avec des yeux clairs et déterminés. Je t'aime, Preston Irwin. Entre le moment où tu m'as trouvé dans cette congère et maintenant, je suis tombée complètement amoureuse de toi. Et je pense que tu m'aimes aussi. Oui, répondit Preston, les mots lui venant plus facilement qu'il ne l'aurait cru. Je t'aime tellement que ça me terrifie. Quand Garrett nous a dit que Carter était dehors dans la tempête, peut-être à ta recherche, j'ai réalisé à quel point j'avais failli te perdre avant même de t'avoir eu. Cela m'a effrayé plus que toute autre chose depuis des années. Ils restèrent enlacés, tandis que le soleil se couchait sur les plaines du Kansas, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies. Finalement, Preston prit la main de Sienna et la ramena à la maison. Cette nuit-là, elle ne dormit pas dans sa propre chambre. Elle dormit dans la sienne, dans ses bras, là où était sa place. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Preston. Lui et Sienna travaillèrent côte à côte au ranch, développant leur entreprise et leur partenariat. Elle se révéla douée pour les chiffres et prit en charge la gestion des comptes, trouvant des moyens de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité qui impressionnèrent Preston par leur ingéniosité. Le printemps arriva au Kansas dans un élan de verdure et de fleurs sauvages, et Sienna se tenait un matin sur le porche, la main pressée contre son ventre, un sourire secret sur le visage. Lorsque Preston revint de ses tâches matinales, elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je suis enceinte, dit-elle simplement. » Preston traversa la pièce en 3 enjambements et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer jusqu'à ce qu'elle rie et lui demande de la reposer. « C'est vrai, nous allons avoir un bébé. Le docteur Henderson l'a confirmé hier lorsque je suis allé en ville. Il dit que le bébé devrait naître début novembre. » Preston la fit asseoir doucement et posa sa main sur la sienne, posée sur son ventre, émerveillée par la vie qui grandissait en elle. « Je n'arrive pas à y croire. Nous allons être parents. »« Es-tu heureux? » demanda Sienna, une pointe de nervosité dans la voix. « Heureux n'est pas le mot juste. Je suis ravi. Terrifié, mais ravi. » Preston l'embrassa tendrement. « Tu m'as tant donné, Sienna. Un foyer, un vrai foyer, un but, de l'amour et maintenant un enfant. Je me sens comme l'homme le plus chanceux du monde. » La grossesse se déroula sans encombre et Sienna rayonnait de santé et de bonheur. Preston était attentionné et protecteur, parfois même trop, au point que Sienna dut lui rappeler que les femmes avaient des bébés depuis la nuit des temps et qu'elle était parfaitement capable de poursuivre ses activités normales. En septembre, ils apprirent que le shérif Garrett avait enfin retrouvé Marcus Thornton en Californie. L'avocat avait été arrêté alors qu'il tentait de reproduire le même stratagème avec une autre victime et allait être jugé pour fraude et complot. Preston espérait que cet homme passerait longtemps en prison à réfléchir aux vies qu'il avait tenté de détruire. Le mois de novembre est arrivé, avec son air vif et la promesse de l'hiver. Sienna a commencé le travail par une nuit froide et claire, sous un ciel étoilé. Sarah Henderson est venue aider à l'accouchement, accompagnée du docteur Henderson, prêt à intervenir en cas de complications. Preston fit les 100 pas devant la porte de la chambre pendant des heures, écoutant la respiration laborieuse de Sienna et ses cris de douleur occasionnels, se sentant complètement impuissant. Finalement, alors que l'aube se levait sur les plaines, il entendit un cri différent, le cri faible et tremblant d'un nouveau-né.
Preston sentit ses genoux fléchir sous le poids du soulagement et dut s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Sarah ouvrit la porte un instant plus tard, le visage rayonnant. « Tu as un fils, Preston. Un fils en bonne santé et magnifique. » Preston entra dans la chambre et trouva Sienna assise dans son lit, épuisée mais rayonnante, tenant un petit paquet enveloppé dans des couvertures douces. Elle leva les yeux vers lui, les larmes de joie coulant sur son visage. « Voici ton fils, » murmura-t-elle. Preston s'assit sur le bord du lit et regarda le petit visage qui dépassait des couvertures. Le bébé avait une chevelure brune et des yeux sérieux qui semblaient étudier son père avec une intense concentration. Preston sentit son cœur se gonfler dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il pense qu'il allait éclater. « Il est parfait, » parvint à dire Preston, la voix chargée d'émotion. « Tu es parfaite. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela, mais je passerai le reste de ma vie à t'en être reconnaissant. » Ils l'appelèrent James, en hommage au père de Preston, décédé lorsque celui-ci était encore jeune. Le petit James était un bébé adorable, calme et attentif, et il devint rapidement le centre de leur univers. Preston se surprit à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, comme marcher dans la chambre à 2 heures du matin, chanter des berceuses et faire des grimaces pour faire sourire son fils. La vie prit un nouveau rythme, plus chargé et plus chaotique qu'auparavant, mais infiniment plus riche. Le ranch continuait de prospérer, et Preston embaucha un autre ouvrier agricole pour l'aider à faire face à l'augmentation de la charge de travail afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Un soir au début du printemps, alors que James avait environ 5 mois, Preston et Sienna étaient assis sous le porche, regardant le coucher de soleil tandis que leur fils somnolait dans les bras de Sienna. Cela faisait plus d'1 an que Preston l'avait trouvé dans cette congère, serrant une lettre frauduleuse et presque morte de froid. « As-tu déjà pensé à ce que serait ta vie si j'avais écrit cette lettre? » demanda soudain Preston. Si cela avait été réel dès le début, Sienna réfléchit attentivement à la question. « Je pense que nous aurions fini ici, mais par un chemin plus direct, nous aurions évité toute la peur, la confusion et l'incertitude. Mais je ne suis pas sûr que notre relation serait aussi forte. Traverser tout cela ensemble, nous choisir l'un l'autre même quand nous n'étions pas obligés de le faire, cela nous a rendus solides d'une manière qui, je pense, n'aurait pas été possible autrement. Donc, tu dis que tu es contente que Carter ait été un imposteur. Je dis que je suis contente d'avoir fini avec toi, peu importe comment cela s'est produit. Le vrai toi, pas une version idéalisée tirée d'une lettre. Et je suis heureuse que tu m'aies choisi pour qui je suis réellement, et non pour celle que tu imaginais que je pouvais être, d'après notre correspondance. » Sienna appuya sa tête sur son épaule. « Nous avons construit quelque chose de réel, Preston. Quelque chose qui durera. » Preston enlaça sa femme et contempla la terre qui était son héritage et l'avenir de son fils. Le ciel était embrasé de couleurs, l'avion s'étirant à l'infini vers l'horizon. Cette vie qu'il avait construite, cette famille qu'il avait acquise par accident et conservée par choix, dépassait tout ce dont il avait jamais rêvé. « Je t'aime, dit-il, simplement et sincèrement. « Je t'aime aussi, répondit Sienna en levant le visage pour un baiser. Les années passèrent avec la douce fatalité des saisons. James passa du stade de bébé à celui de bambin curieux et énergique, puis à celui de garçon brillant qui aimait le ranch et suivait Preston comme son ombre. 2 ans après la naissance de James, Sienna donna naissance à des jumelles, Emma et Grace, qui apportèrent encore plus de rire et de chaos dans la maison. Preston agrandit la maison pour accueillir leur famille grandissante, ajoutant des pièces et une cuisine plus grande où Sienna passait des heures à apprendre à leur fille à cuisiner, tandis que James aidait Preston avec les chevaux. Le ranch prospéra sous leur gestion conjointe, devenant l'une des exploitations les plus prospères de la région. Parfois, le soir, Preston se tenait sous le porche et regardait ses enfants jouer dans la cour, Sienna étendre le linge ou s'occuper de son jardin, et il repensait à ce jour dans la neige où il l'avait trouvée à moitié gelée, serrant une lettre contre elle. À quel point ils avaient failli ne jamais connaître cette vie, cet amour. Lorsque James eut 8 ans, Preston le prit à part et lui raconta comment il avait rencontré Sienna. Lui parla de la lettre frauduleuse, de la tempête de neige et du choix qu'ils avaient fait de construire une vie ensemble malgré les circonstances étranges. James écouta les yeux écarquillés, puis regarda son père avec sérieux. « Donc, maman est venue ici pour t'épouser, mais ce n'est pas toi qui l'as invitée, et tu l'as quand même épousée. »
demanda le garçon, suivant la logique. C'est exact. Je ne pouvais pas la laisser venir de si loin sans rien lui offrir en retour. C'était gentil de ta part, papa. Je suis content que tu l'aies trouvé. Preston ébouriffa les cheveux de son fils, le cœur rempli de joie. Moi aussi, mon fils. Moi aussi. Lorsque James eut 10 ans et les jumeaux 8 ans, le ranch Irwin était connu dans tout le Kansas comme une exploitation modèle. Preston était devenu une sorte de leader local, quelqu'un vers qui les autres éleveurs venaient chercher des conseils et des orientations. Sienna avait ouvert une petite école sur leur propriété où elle enseignait non seulement à leurs propres enfants, mais aussi à plusieurs autres enfants des ranchs voisins. Convaincus que l'éducation était la clé d'un avenir meilleur, ils célébrèrent leur 10e anniversaire avec une fête qui rassembla toute la ville au ranch. Il y avait de la danse, de la nourriture et de la musique, et Preston serra Sienna contre lui tandis qu'il se balançait au rythme d'un air de violon sous les étoiles. « Peux-tu croire que cela fait déjà 10 ans? » demanda Sienna, la tête posée sur son épaule. « Parfois, j'ai l'impression que c'était hier que je t'ai trouvé dans la neige. D'autres fois, j'ai l'impression que tu as toujours été là, comme si je ne me souvenais plus de ma vie avant toi. Je comprends ce que tu veux dire. Boston me semble être un rêve maintenant, comme quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. C'est ici, avec toi, que se trouve ma vraie vie. » Preston s'écarta suffisamment pour la regarder dans les yeux, toujours aussi gris et orageux, que le jour où il les avait vus s'ouvrir pour la première fois dans le bureau du Dr. Henderson. « Je referai tout exactement pareil. Chaque moment de peur, d'incertitude et de confusion. Tout cela en valait la peine pour finir ici avec toi. » « J'ai dit, je suis l'homme que tu cherchais, » murmura Preston, reprenant des mots qu'il n'avait jamais prononcés, mais qui semblaient pourtant convenir à ce moment. Sienna sourit, comprenant ce sentiment. « Tu l'es. Tu as toujours été celui que je cherchais, même quand je ne le savais pas. » Ils dansèrent jusqu'à ce que les musiciens soient trop fatigués pour continuer à jouer, jusqu'à ce que leurs enfants s'endorment sur des couvertures étendues dans l'herbe, jusqu'à ce que les étoiles tournent au-dessus de leur tête et que la nuit devienne profonde et froide. Puis Preston porta Sienna dans leur maison, dans la maison qu'ils avaient construite ensemble à partir de rien, mais avec détermination, espoir et amour. La vie continua son cours, apportant à la fois des joies et des peines. Doc Henderson s'éteignit paisiblement dans son sommeil lorsque James eut 12 ans, et Sarah déménagea pour vivre avec sa fille à Saint-Louis. Le shérif Garrett prit sa retraite et fut remplacé par un homme plus jeune, mais Garrett et sa femme restèrent des amis proches des Irwin. Daniel et Robert finirent par se marier et fonder leur propre famille, leurs enfants grandissant aux côtés de ceux des Irwin. Lorsque James eut 18 ans, il annonça son intention de rester au ranch et d'aider Preston à le gérer, n'ayant aucune envie de tenter sa chance ailleurs. Les jumelles, alors âgées de 16 ans et pleines d'énergie, avaient des ambitions différentes. Emma voulait devenir enseignante comme sa mère, tandis que Grace rêvait de devenir médecin. Inspiré par les histoires de Doc Henderson racontées par Sarah, Preston a soutenu tous leurs rêves, sachant que le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir à ses enfants était la liberté de choisir leur propre voie. Lui et Sienna avaient bâti un héritage qui ne se limitait pas à la terre et au bétail, mais qui englobait aussi l'amour et les possibilités. Un soir d'automne, alors que Preston était au début de la cinquantaine et que Sienna venait d'avoir 50 ans, ils se sont rendus à l'endroit où ils l'avaient trouvé toutes ces années auparavant. La neige avait depuis longtemps disparu, remplacée par de l'herbe dorée ondulant dans la brise, mais Preston se souvenait exactement où elle était allongée. « Juste là, » dit-il en montrant l'endroit. « Tu étais à moitié enseveli, serrant cette lettre comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. » Sienna descendit de cheval et marcha jusqu'à l'endroit, passant sa main dans l'herbe. « Je pensais que j'allais mourir. J'avais tellement froid. Je ne sentais plus mes pieds. Et tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point j'avais été stupide. Comment j'avais gâché ma vie à courir après un rêve. » Preston la rejoignit et lui prit la main. « Mais tu n'es pas morte. Je t'ai trouvée et nous nous sommes trouvés. Et regarde tout ce qui est arrivé depuis ce moment-là. Tu as toujours la lettre ?» demanda soudain Sienna. Preston sourit. « Bien sûr que oui. Elle est dans le tiroir de mon bureau, avec la première lettre que tu as écrite à la boîte postale et la réponse que Carter t'a envoyée. Je les ai toutes gardées. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de notre histoire. Même les parties douloureuses, les parties frauduleuses,
Elles nous ont réunis et je ne veux pas l'oublier. Preston a attiré Sienna vers lui en roulant ses bras autour d'elle par derrière et posant son menton sur son épaule. Chaque fois que je regarde ces lettres, je me souviens de la chance que j'ai, à quel point les choses auraient pu facilement être différentes. Ils sont restés ainsi, debout, tandis que le soleil se couchait. Deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers, réunies par hasard et par tromperie, qui avaient choisi l'amour plutôt que la commodité et avaient construit quelque chose qui leur survivrait. Leurs enfants raconteraient à leurs petits-enfants comment Preston avait trouvé Sienna dans une congère et lui avait dit qu'il était l'homme qu'elle cherchait, même s'il ne l'avait jamais invité. Comment deux personnes seules avaient transformé un cruel tournant du destin en une histoire d'amour éternel. Les années continuèrent à passer, douces et rapides. Preston et Sienna vieillirent ensemble, leurs cheveux devinrent gris puis blancs, leurs pas ralentirent, mais leur amour ne diminua jamais. Ils virent James épouser une gentille fille de la ville et fonder sa propre famille. Ils célébrèrent le succès d'Emma en tant qu'enseignante et l'admission difficile de Grace à la faculté de médecine dans l'Est. À 65 ans, Preston commença à confier progressivement la gestion quotidienne du ranch à James, même s'il continuait à se rendre chaque jour sur place pour vérifier que tout allait bien et donner des conseils. Sienna a continué à enseigner jusqu'à l'âge de 70 ans, prenant finalement sa retraite lorsque sa vue a commencé à baisser et qu'elle ne pouvait plus lire aussi facilement. Ils passaient leurs journées ensemble, assis sous le porche, à regarder leurs petits-enfants jouer, à raconter des histoires du bon vieux temps et à faire des projets pour le temps qu'il leur restait. Preston s'assurait que Sienna sache chaque jour à quel point il l'aimait. Il était tellement reconnaissant que le destin l'ait amené à lui d'une manière si étrange et inattendue. À l'occasion de leur 30e anniversaire de mariage, toute la famille s'est réunie au ranch pour faire la fête. Ils étaient désormais des dizaines, enfants, petits-enfants et familles élargies, tous liés par l'amour que Preston et Sienna avaient construit à partir de rien. James s'est levé pour porter un toast. Ses propres enfants se sont rassemblés autour de lui. « À mes parents », a-t-il dit en levant son verre, qui ont prouvé que l'amour ne vient pas toujours comme on l'attend, mais que lorsqu'il arrive, il faut s'y accrocher et ne jamais le lâcher. Merci de nous avoir montré à quoi ressemble un véritable partenariat, ce que signifie un véritable engagement. Joyeux anniversaire. Tout le monde but et applaudit, et Preston sentit les larmes lui piquer les yeux. Il regarda Sienna, vit ses propres émotions se refléter sur son visage et lui serra la main. « Nous nous en sommes plutôt bien sortis, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Nous avons fait mieux que ça, répondit Sienna. Nous avons fait un travail magnifique. » Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré chez soi ou se soit installé dans les chambres d'amis, Preston et Sienna s'allongèrent dans leur lit comme ils le faisaient depuis 3 décennies. La tête de Sienna reposait sur la poitrine de Preston, son bras enroulé autour de ses épaules, leurs jambes entrelacées dans le confort familier d'une longue habitude. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier jour après mon réveil dans le bureau du Dr. Henderson ?» demanda Sienna doucement. « J'ai dit beaucoup de causes ce jour-là. Tu as dit que j'étais courageuse, qu'il fallait du courage pour tenter sa chance vers une vie meilleure, et qu'il n'y avait aucune honte à cela. Tu le penses toujours? » Preston embrassa le sommet de sa tête, respirant le parfum familier de ses cheveux. « Je le pense tous les jours. Tu as été courageuse à ce moment-là, et tu l'as été chaque jour depuis. Assez courageuse pour construire une vie avec un inconnu. Assez courageuse pour m'aimer même quand j'étais difficile ou têtu. Assez courageuse pour faire de ce ranch un véritable foyer et élever nos enfants pour qu'ils deviennent des personnes bienveillantes. Je t'admire, Sienna Irwin. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Tu m'as sauvé, Preston, de toutes les manières dont une personne peut être sauvée. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea gentiment Preston. Avant ton arrivée, je ne faisais qu'exister, je vivais machinalement, mais je n'étais pas vraiment vivant. Tu m'as réveillé, tu m'as donné envie d'être meilleur, de faire mieux. Tout ce qu'il y a de bon dans ma vie vient de toi. » Ils s'endormirent ainsi, enlacés l'un dans les bras de l'autre. Deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente et qui s'étaient accrochées l'une à l'autre malgré toutes les épreuves que la vie leur avait infligées. Preston et Sienna vécurent jusqu'à leur 40e anniversaire de mariage, un miracle qu'ils célébrèrent tranquillement avec leur famille proche. À cette époque, la santé de Preston déclinait,
son cœur s'affaiblissant d'année en année. Mais il restait obstinément présent, déterminé à passer chaque instant possible avec la femme qui avait transformé sa vie. Lorsque Preston est finalement décédé à l'âge de 72 ans, c'était paisiblement dans son sommeil, Sienna lui tenant la main. Elle était dévastée, mais pas brisée. Elle a trouvé la force dans leurs enfants et petits-enfants et dans l'héritage d'amour qu'ils avaient construit ensemble. Sienna vécut encore 5 ans, passant son temps avec sa famille et entretenant la mémoire de Preston à travers les histoires qu'elle racontait. Elle ne se remaria jamais, affirmant qu'elle avait trouvé le grand amour et qu'un seul suffisait pour toute une vie. Lorsque l'heure de Sienna sonna enfin, elle s'éteignit paisiblement dans le même lit qu'elle avait partagé avec Preston pendant tant d'années. Ses derniers mots s'adressèrent à James, qui était assis à son chevet, lui tenant la main comme elle avait tenu celle de son père. « Dis-leur, murmura-t-elle d'une voix faible mais claire. Raconte à tes enfants et à leurs enfants comment ton père m'a trouvé dans un tas de neige. Comment il m'a donné une chance alors qu'il n'avait aucune raison de le faire. Comment nous avons construit tout cela à partir de rien, avec seulement notre détermination et notre amour. Dis-leur que le véritable amour n'est pas une question de circonstances parfaites ou de gestes romantiques. Il s'agit de choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Je le ferai, mère. Je te le promets. » Sienna sourit et ferma les yeux, et James aurait pu jurer avoir vu le visage de son père dans l'ombre, tendant la main pour la prendre et la ramener à la maison. Ils enterrèrent Sienna à côté de Preston, sous un chêne majestueux, sur une colline surplombant le ranch qu'ils avaient construit ensemble. Toute la ville se rendit à l'enterrement, témoignant de l'impact qu'elle avait eu sur tant de vies. James et ses sœurs se tenaient près de la tombe, entourés de leurs enfants et petits-enfants. Tous étaient liés par cette histoire d'amour qui avait commencé par une lettre frauduleuse, un banc de neige et un cow-boy qui avait prétendu être l'homme qu'elle cherchait. Dans les années qui suivirent, le ranch Irwin continua de prospérer sous la direction de James puis sous celle de son fils. L'histoire de Preston et Sienna est devenue une légende familiale, racontée et répétée lors des réunions et des célébrations. Elle rappelait à tous leurs origines et les valeurs qui avaient construit leur famille. Les lettres que Preston avait conservées ont été soigneusement préservées et transmises de génération en génération comme de précieux héritages. Chaque nouvelle génération les parcourait et s'émerveillait de voir à quel point les choses auraient pu être différentes. Comment une cruelle tromperie s'était transformée en un amour durable grâce au choix de deux personnes courageuses. Sur le mur de la maison principale, qui avait été agrandie et modernisée, mais qui n'avait jamais quitté son emplacement d'origine, était accroché un tableau représentant Preston et Sienna à l'âge de 40 ans. Ils se tenaient ensemble sous le porche de leur maison, son bras autour de ses épaules et sa main sur la sienne posée sur sa taille, tous deux regardant quelque chose au-delà du cadre avec des expressions de contentement et d'amour. Sous le tableau se trouvait une petite plaque en laiton commandée par James, sur laquelle étaient gravés des mots qui résumaient l'essence de leur histoire. Elle est venue chercher une promesse. Il lui a offert un choix. Ensemble, ils ont bâti un héritage qui perdurera pour toujours. Et cet héritage a effectivement perduré à travers les générations qui ont suivi, malgré les changements de l'époque et l'évolution de l'Ouest, qui est passé d'une frontière sauvage à une civilisation sédentaire. La famille Irwin est restée enracinée au Kansas, sur les terres que Preston avait travaillées et que Sienna avait transformées en foyer. Leur histoire d'amour était un fondement inébranlable. Au final, peu importait que la lettre ait été un faux. Ce qui comptait, c'était que deux personnes s'étaient regardées dans les yeux malgré des circonstances impossibles et avaient dit oui. Oui à la possibilité, oui au partenariat, oui à l'amour dans toute sa réalité désordonnée, compliquée et magnifique. Preston avait trouvé Sienna dans un banc de neige tenant une lettre et il lui avait dit qu'il était l'homme qu'elle cherchait. Ce faisant, il avait dit une vérité plus profonde que ce qu'ils pouvaient tous deux imaginer à ce moment-là. Il était exactement celui qu'elle cherchait. Pas le personnage fictif décrit dans la fausse annonce de Carter, mais un homme réel avec ses défauts, ses qualités et sa capacité à aimer. Et elle était exactement celle dont il avait besoin, même s'il ne savait pas qu'il avait besoin d'elle avant qu'elle n'apparaisse dans sa vie comme un cadeau venu d'une source inattendue. Ensemble, ils avaient transformé la tragédie et la tromperie en quelque chose de beau et de durable. Leur histoire est devenue un témoignage du pouvoir du choix,
du courage qu'il faut pour construire l'amour plutôt que d'attendre qu'il apparaisse comme par magie, déjà tout formé. Elle montrait que les meilleures histoires d'amour ne sont pas celles de rencontres parfaites ou de circonstances idéales, mais celles de personnes imparfaites qui choisissent d'être parfaites l'une pour l'autre. L'Ouest a changé et évolué, mais l'histoire de Preston et Sienna Irwin est restée constante, un fil lumineux traversant la tapisserie de l'histoire de leur famille. Et pendant les froides nuits d'hiver, lorsque le vent hurlait à travers les plaines du Kansas et que la neige commençait à tomber, les descendants des Irwin se rassemblaient autour du feu et racontaient à nouveau l'histoire. Ils parlaient de la lettre frauduleuse et de la congère, du cow-boy qui avait tenu sa promesse même s'il ne l'avait jamais faite, de la femme qui avait eu le courage de voyager vers l'inconnu à la recherche d'une vie meilleure. Ils parlaient de la façon dont l'amour peut naître dans les endroits les plus insolites si l'on est prêt à s'y ouvrir. Et ils se souvenaient que parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre, mais par le choix de donner une chance à l'amour de grandir. Preston et Sienna avaient fait ce choix. Et ce faisant, ils avaient créé quelque chose qui survivrait longtemps après leur disparition, un héritage d'amour qui perdurerait tant qu'il y aurait des Irwin pour s'en souvenir et l'honorer. Le ranch était toujours là, génération après génération, travaillant la terre et ajoutant ses propres chapitres à l'histoire familiale. Mais tout remontait à ce jour d'hiver de 1868 où Preston Irwin avait trouvé une femme à moitié gelée dans une congère et avait décidé que l'honneur exigeait qu'il tienne une promesse qu'il n'avait jamais faite. À ce moment-là, même si aucun d'eux ne le savait encore, leur véritable histoire avait commencé. Pas l'histoire écrite dans la lettre frauduleuse de Carter, mais la véritable histoire de deux personnes qui ont construit une vie et un amour qui deviendraient légendaires dans leur famille pour les générations à venir. Une histoire de courage et de choix, d'honneur et de détermination, d'accepter ce que le destin vous a réservé et d'en faire quelque chose de magnifique. Et c'est finalement le plus grand héritage que Preston et Sienna Irwin ont laissé derrière eux. Pas seulement la terre, le ranch ou la réussite matérielle qu'ils avaient accomplie, mais la certitude que l'amour, le véritable amour, est quelque chose que l'on construit de ses mains et de son cœur, un choix à la fois, un jour à la fois, jusqu'à ce que soudain on regarde autour de soi et on réalise qu'on a créé quelque chose qui durera pour toujours.